Bienvenue dans cette première partie d'un ensemble de 3 vidéos qui ont pour but d'expliquer les raisons qui ont conduit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Cette date est celle qui, dans les manuels scolaires, marque la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, période à laquelle les vidéos de la chaîne seront consacrées ces prochains mois. Les historiens ont avancé au fil des siècles plusieurs raisons à la chute de l'Empire romain. L'anglais Edward Gibbon en 1776 l'attribue à la décadence des mœurs dans l'Empire et à l'influence du christianisme dont les valeurs auraient ramolli les qualités militaires de l'Empire romain. Au XIXe siècle, on accuse les barbares d'être la cause de la chute de l'Empire. Après la défaite de 1870, les historiens français mettent l'accent sur les invasions barbares, en particulier germaniques, qui auraient mis un terme à la brillante civilisation gallo-romaine. Tout un tas d'autres raisons ont aussi été évoquées, crise climatique et même saturnisme, intoxication au plomb à cause des conduites des aqueducs. Des découvertes historiques et archéologiques permettent à présent de porter un regard nouveau sur la chute de l'Empire romain. Allez, suivez-moi, par ici la visite. On va s'intéresser aujourd'hui à la crise du IIIe siècle. Le déclencheur, c'est la guerre civile. À partir de 235, il n'y a plus de dynastie pérenne à Rome. Entre 235 et 270, il y aura à peu près 70 empereurs, dont seuls 2 meurent de mort naturelle. L'Empire est dans une guerre civile quasiment permanente, pendant cette période qu'on appelle d'ailleurs l'anarchie militaire. Deuxième élément qui permet de comprendre la crise du IIIe siècle, la crise de la production agricole. Une part importante de l'économie romaine était fondée sur des grands domaines ruraux qui nécessitaient une main-d'œuvre nombreuse et pas chère, donc des esclaves. La plupart des esclaves dans l'Empire proviennent des guerres de conquête romaines. La conquête de la Gaule par César au 1er siècle va apporter ainsi 1 million d'esclaves sur le marché. 1 million d'esclaves? Un dixième de la population? Autant vous dire que dans mon domaine d'activité, on n'a pas chômé, hein. Or, au IIIe siècle, pendant que les Romains sont occupés par leur guerre civile, Rome ne mène plus de guerre de conquête à l'extérieur de sa frontière, à l'extérieur du Limès. L'Empire ne peut plus obtenir d'esclaves en faisant des captifs. Le prix des esclaves augmente au IIIe siècle, il est multiplié par 20. Ouais, ça fait cher, hein. Les grands domaines agricoles qui fonctionnaient grâce à cette main-d'œuvre bon marché deviennent moins rentables et certaines provinces de l'Empire entrent même en récession économique. Cette crise de la main-d'œuvre entraîne une crise de la production agricole. Moins de main-d'œuvre, c'est moins de récoltes et moins de blé sur les marchés. L'Empire continue d'exiger des impôts et les prélèvements ont même tendance à augmenter au IIIe siècle. Et il faut bien financer les armées et la guerre civile. La pression fiscale devient de plus en plus forte jusqu'à être intolérable pour une population appauvrie par ce contexte de crise économique. Les impôts deviennent impopulaires, les paysans fuient leurs terres et l'arrivée des collecteurs d'impôts. Certains se mélangent même aux barbares au IIIe siècle et des révoltes éclatent dans l'Empire. En Sicile, sous Galien vers 259-260 et à une échelle plus vaste, les révoltes des Bagaudes en Gaule qui éclatent à partir de 285-286. Au IIIe siècle, plusieurs régions de l'Empire sont donc en proie à un brigandage qui devient endémique. Les troubles se conjuguent avec la malnutrition causée par la crise de la production agricole, ce qui entraîne un affaiblissement des organismes. Les organismes des habitants de l'Empire sont donc plus sensibles aux maladies, et on voit les épidémies se multiplier au IIIe siècle. C'est ainsi qu'éclate la peste de Cyprien, du nom de l'évêque de Carthage qui l'a précisément décrite, qui va toucher l'Empire entre 251 et 268. Attention, on appelle alors peste toute maladie contagieuse. Les recherches les plus récentes soutiennent que cette pandémie serait le produit d'une fièvre hémorragique virale du type fièvre jaune ou virus d'Ebola. L'épidémie aurait entraîné quand même la mort de 20 millions d'habitants de l'Empire, dont la population a donc passé d'environ 65 à 45 millions d'habitants, avec une très grande incertitude sur les chiffres. À cette surmortalité entraînée par l'épidémie s'ajoute une baisse de la natalité causée par le désespoir et la dislocation des familles paysannes. Quand les hommes partent pour rejoindre la bande de brigands locale
et s'enfuient devant le collecteur d'impôts, et ils ne sont pas en train de faire des enfants. En Gaule, la population va diminuer dans une proportion difficile à quantifier qui pourrait atteindre 20% de la population par endroit. Alors, dans cette première partie, on a donc présenté la crise du IIIe siècle. On va maintenant essayer de voir quelles sont les solutions adoptées par les empereurs pour faire face à la crise. La première solution, c'est une dévaluation monétaire. Donc on fait face à une augmentation des dépenses militaires et avec des revenus fiscaux qui sont en baisse. Donc pour pouvoir continuer à payer tout le monde, on va baisser le pourcentage de métal précieux des monnaies. L'antoninien passe ainsi d'un poids de 4,4 grammes pour 47% d'argent sous Gordien III à 2,8 grammes et 2,5% d'argent, voire moins, au début du règne d'Aurélien. Ce n'est plus alors qu'une pièce de métal non précieux, avec une fine pellicule d'argent dessus, réalisée par saussage. La pièce est trempée dans l'argent pour lui donner l'aspect d'une pièce en argent. Et si vous êtes légionnaire, que vous grattez un peu la pellicule, vous vous rendez compte rapidement qu'on vous a payé avec de la ferraille. On trouve de nombreux trésors monétaires enterrés au IIIe siècle. Le trésor de Frome en Angleterre, dans le Somerset, a été découvert ainsi par un détectoriste en 2010. Il se compose de 52 503 pièces qui correspondent à 3 mois de salaire d'un fonctionnaire, c'est-à-dire quasiment rien. Ces monnaies sont datées d'entre 253 et 305. La monnaie a tellement perdu de valeur au IIIe siècle qu'on ne se donne même plus la peine de déterrer ces trésors monétaires. Longtemps, on a eu une théorie qui était qu'on s'était mis à enterrer ces économies pour les mettre à l'abri des invasions barbares. Aujourd'hui, cette théorie est à présent largement nuancée. On peut affirmer plus facilement catégoriquement que les trésors de monnaie ont été enterrés pour des dépôts rituels. La période est compliquée, on va prier le dieu local en lui faisant des offrandes, et puis comme tout le monde sait où sont ces offrandes, on pouvait s'attendre à ce qu'on les déterre, mais ça vaut tellement peu de choses qu'on ne se donne même plus la peine d'aller les sortir du sol et d'affronter la colère des dieux, vu qu'elles n'ont plus de valeur. Deuxième solution pour faire face à la crise du IIIe siècle. Des coupes budgétaires. L'empire est immense, un empire gigantesque qui n'a plus de conquête à faire. Il est devenu tellement grand que garder les frontières, ça commence à poser problème. Pour garder la frontière, il faut envoyer régulièrement de l'argent, la solde, aux légions qui la gardent. Un montant qui devient intenable alors que la guerre civile consomme une bonne partie des ressources. Les empereurs vont donc trouver une solution assez simple, ne plus payer les garnisons le long des morceaux de la frontière de l'Empire qui n'ont jamais été attaqués. On va aussi en profiter pour réduire les effectifs, en particulier le long du Rhin, qui est une région qui a été jusque-là assez calme. Cette réduction des effectifs est facilement acceptée par tout le monde puisque les légionnaires deviennent difficiles à recruter. La crise démographique a entraîné la baisse du nombre de citoyens mobilisables. On a donc une moindre possibilité d'avoir des soldats. De l'autre côté du Limès, dans les forêts de Germanie, les barbares ne mettent pas longtemps à comprendre que la frontière n'est plus défendue. Et à partir de 250, ils lancent des raids de pillage dans l'Empire romain. Alors attention, on parle au IIIe siècle de raids parce qu'ils n'aboutissent pas sur une installation durable de population venue d'elle-même de l'extérieur. En 250, des Germains vont traverser la Gaule et descendent jusqu'aux Pyrénées. Ils retournent en Germanie. On connaît leur trajet parce qu'un chariot a coulé dans le lit du Rhin avec leur butin. C'est ce qu'on appelle le trésor de Neupotz. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient volé ? Beaucoup de matériel de cuisine, des monnaies et des armes. On a pesé au total presque 700 kg de métal brut, dont 70% de fer pour ce trésor de Neupotz. Ce serait le résultat donc de pillages du IIIe siècle en Gaule romaine. Les régions du Limès les plus difficiles à défendre sont abandonnées par les empereurs. En 275, l'empereur Aurélien fait évacuer la Dacie, un morceau de la Roumanie actuelle qui avait été conquis au-delà du Danube et dont la frontière ne s'appuyait sur aucun obstacle naturel. Et du coup, il fait aussi évacuer la principale région où se trouvaient des mines d'or. Encore une fois, les revenus vont baisser. En 276, l'année suivante, l'attaque par les barbares de l'Empire romain est plus violente.
Athènes est pillée, et en Occident, il s'enfonce jusqu'au nord de l'Espagne. Autre solution trouvée par les empereurs romains pour répondre à la crise du IIIe siècle, une réforme de l'impôt. L'empereur Dioclétien décide de réformer le système des impôts en imposant un impôt foncier universel calculé en fonction de la surface de chaque exploitation agricole. Il constate rapidement que cette taxe est très facile à percevoir auprès des grands propriétaires et très difficile à collecter auprès des petits paysans qui prennent la fuite ou rejoignent les bandes de brigands, voire s'enfuient dans la forêt locale à l'approche des collecteurs d'impôts. Il va trouver la solution. Dioclétien décide d'interdire aux petits paysans de quitter leurs exploitations. Ils ne peuvent donc plus quitter leurs terres et sont obligés de verser leur impôt aux gros propriétaires locaux, ce qui fait qu'on a l'apparition de deux classes sociales dans les campagnes de l'Empire. Les patrons et ceux qu'on appelle à ce moment-là les colons, attachés à leurs terres, qui deviendront plus tard les serfs. Il faut donc complètement effacer cette idée que le fait d'attacher un paysan à sa terre, c'est une réalité médiévale. En réalité, c'est une chose qui existe déjà à la fin de l'Antiquité. Beaucoup de paysans encore libres décident de fuir leurs exploitations avant d'être attachés à la terre qu'ils cultivent. Et ils vont donc se mettre, c'est une pratique courante à l'époque, à la recherche d'un protecteur puissant, un patron, qui va être trop content de trouver de la main-d'œuvre en une période de pénurie. Ces patrons accordent leur protection aux hommes libres en fuite en échange de services. Une pratique qui contribue à affaiblir l'État, puisque la plupart des paysans proviennent de grands domaines impériaux, où ils étaient écrasés d'impôts, et donc leur fuite fait à nouveau baisser les revenus des impôts. Autre solution trouvée pour régler la crise au IIIe siècle, le recours aux barbares eux-mêmes pour garder les frontières de l'Empire. Les empereurs romains vont embaucher en masse des mercenaires barbares, auxquels on va confier des portions du limès à surveiller. Ils sont choisis en particulier parmi les peuples du nord de l'Europe, réputés être les meilleurs combattants. Or, ces barbares du nord vivent dans des économies qui sont essentiellement non monétarisées et demandent à être payés avec ce que les Romains ont de plus précieux, de l'or. Raison pour laquelle on trouve les principaux trésors monétaires d'or dans les pays du nord, comme le trésor d'Uppsala par exemple, découvert en Suède. Et ça serait assez fastidieux de vous faire la liste de tous les peuples qui sont enrôlés à partir de 265 par les empereurs romains. Un exemple parmi tant d'autres, entre 276 et 282, l'Empire embauche 100 000 bastards en Thrace et enrôle 16 000 Germains dans l'armée. Et globalement, c'est une stratégie qui fonctionne. En 280, l'Empire a réussi à repousser les envahisseurs barbares et à reboucher les brèches dans la frontière. Jusqu'en 410, il est à l'abri des raids des barbares. On va maintenant s'intéresser aux conséquences de cette crise et de son règlement sur la société de l'Empire romain. Cette crise du IIIe siècle, elle débouche d'abord sur un monde qui est moins sûr, avec une conséquence très pratique. Tout le monde se met à porter les braies ancêtres du pantalon et abandonne la toge, ce qui est quand même plus pratique pour courir. Dans les récits, tous les voyageurs du IIIe siècle sont aussi armés, alors qu'auparavant, on ne portait pas d'armes à l'intérieur de l'Empire. On entre dans un monde de l'autorité du notable du coin, de vengeance et de contrôle des grands propriétaires sur les petits. Plus un État est faible, plus il cherche à augmenter son contrôle sur les populations. C'est ce qui se passe dans l'Empire au IIIe siècle. On voit une multiplication du nombre des agents publics, des fonctionnaires, et une justice romaine qui se renforce. Alors certes, la législation romaine de l'Antiquité tardive utilise avec prudence la peine de mort. C'est pas une très bonne politique quand on manque de monde de commencer à tuer des gens. Mais en revanche, on a recours à des sanctions infamantes et humiliantes, avec un goût assez prononcé pour les tortures et les mutilations. Donc ici, il faut faire la peau à une nouvelle idée reçue. Non, les châtiments corporels barbares, ça ne remonte pas au Moyen-Âge. Fouetter les gens en public, couper le nez, les oreilles, verser du plomb fondu dans les blessures, c'est un usage romain. C'est la solution législative qu'on trouve au IIIe siècle et au IVe siècle pour essayer de tenir une société qui est beaucoup plus violente que celle du IIe siècle et de la Pax Romana.
Autre conséquence de cette crise du IIIe siècle, l'aspect des villes se transforme. Les murailles urbaines, qui sont assez rares au Haut Empire, deviennent systématiques à cette période du IIIe siècle. L'Occident connaît une rétraction de ses centres urbains, comme Rome à l'époque d'Aurélien, les villes se barricadent derrière des remparts pour mieux se protéger. Attention, ça ne correspond pas à une diminution de la population. Le rétrécissement de l'espace urbain s'accompagne d'une densification de cet espace. Les monuments, en particulier les tombeaux qui encombraient les abords des villes, sont démolis pour fournir les pierres nécessaires aux nouvelles fortifications. Autre conséquence, les cités avaient longtemps été gérées gratuitement par les notables, membres de la curie. Or, à partir du IIIe siècle, la crise économique diminue la fortune des élites. Ces notables vont donc se désintéresser des charges de curial. Les revenus des cités ayant quasiment disparu, c'est sur leur argent personnel qu'ils doivent financer maintenant les travaux et les jeux publics, ce qu'on appelle l'évergétisme. Tous les moyens sont bons pour éviter d'être curial, entrer dans l'armée, plus tard dans le clergé. Tout est préférable pour les notables avec la crise du IIIe siècle plutôt que d'être un agent de l'État. On a donc un paysage des villes qui se transforme. À la fin du IIIe siècle, les grands bâtiments des cités gallo-romaines, entre autres, se mettent à tomber en ruine. Donc non, désolé, les cités de l'Empire romain ruinées, c'est pas une conséquence des invasions barbares. Ils ont autre chose à faire que de se mettre à démolir tous les bâtiments. Ils sont plutôt attirés par le pillage rapide et le retour avant d'être attrapés par les forces de l'Empire. Tout simplement, les cités gallo-romaines ruinées, et c'est la conséquence d'élites qui se désintéressent de l'entretien de la cité et où les constructions les plus importantes servent de carrières de pierre pour les remparts. Dernière conséquence de la crise du IIIe siècle, les empereurs prennent l'habitude de se déplacer en personne auprès des armées aux frontières, là où elles sont menacées. L'empereur au IIIe siècle ne résidera que 16 ans à Rome. Au IVe siècle, les empereurs n'ont pratiquement jamais résidé à Rome. Ils sont à Vienne, à Arles, à Paris ou encore à York. On va multiplier les capitales impériales. Désormais, on voit souvent un empereur sur le Rhin, un sur le Danube, et parfois un empereur en Orient pour contenir les Parthes. Les Parthes. Ces saloperies de Parthes. S'impose ainsi l'idée, qu'on verra d'ailleurs dans la prochaine vidéo, qu'il vaudrait mieux avoir plusieurs empereurs puisqu'il y a déjà plusieurs capitales. Voilà, ainsi s'achève cette première vidéo consacrée à la crise du IIIe siècle. Je vous retrouve très bientôt pour un deuxième volet de cette recherche des causes de la chute de l'Empire romain, volet qui sera consacré cette fois-ci à cette thématique des invasions barbares.